Okay. Although I thought in this town it worked on a sort of one for you, one for me type system. How about two for you, one for me? How about all for you and none for me? That's perfect, yes. Great. Okay. Okay, mutual decision then. Right, made by me. Right. And I sign off on it, so. Whatever, tell yourself what you want to know. Well, welcome back. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Festival des bons films, nouvelle émission, première émission de l'année 2017. Donc nous retrouvons encore notre décor des fauvettes pour cette nouvelle émission. Donc n'hésitez pas à réagir à l'émission sur YouTube, Mixcloud, Facebook, Twitter, Sens Critique et également sur notre site festivaldesbonsfilms.com tout attaché. Donc pour cette nouvelle émission, nous avons encore une belle équipe avec qui nous allons parler de cinéma. Tout d'abord, j'ai Océane. Bonjour. Tu nous viens de Clone Web et des chroniques de Michelson. Exactement. Hubert. Bonjour. Bonjour, tu viens de La Grande Évasion. C'est ça. La fameuse web radio exclusivement cinéma. Musique de film, oui. Voilà. Ensuite, Alexandre. Bonjour. Tu es venu déjà plusieurs fois au Festival des bons films et tu écris notamment sur Playlist Society. Ouais, c'est ça. Et Marc, forcément, mon comparse de toujours, du Festival des bons films, mais également Filmosphère, Screenmania et les chroniques, dans le carnet du lieutenant-chef. Les carnets des découvertes du lieutenant Schaeffer. Voilà. Bonjour. Et puis moi-même, que vous pouvez retrouver à la fois sur Clone Web, Filmosphère et Screenmania. Alors, au programme de cette émission, on va pas la faire en chantant, même si on aurait bien voulu le faire, puisque pour cette rentrée, donc on va essayer de faire une rentrée un peu ensoleillée et pleine de joie de vivre, puisque comme tout est un petit peu gris et très pollué, nous allons parler de La La Land de Damien Chazelle, qui est sorti donc le 25 janvier 2017. Alors en plus, c'est gros film, tout le monde en parle et tout le monde est obligé de le voir apparemment. Et 14 nominations aux Oscars, c'est beaucoup. Obligé à aimer. Voilà. Pareil. Bah ça, on va en reparler justement. Donc, mais aussi ce film, c'était surtout l'occasion de revenir avec notre débat du jury sur le genre même de la comédie musicale, donc à la fois traditionnelle et puis qui est dans des différents genres et différentes sortes. Donc c'est pour ça qu'on va en débattre un petit peu là-dessus. Et évidemment, on nous conclura avec notre traditionnelle rubrique hors compétition avec les coups de cœur de nos invités. Mais tout de suite, place à La La Land. Après son discret premier film Guy and Madeline on the Park Bench et son plus connu forcément Whiplash, donc le réalisateur américain Damien Chazelle revient sur le devant de la scène avec un projet de longue date qui s'intitule donc La La Land, donc qui voudrait remettre un petit peu au goût du jour le genre classique des comédies musicales américaines. Donc Marc, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour faire un pitch un petit peu de La La Land? Donc La La Land, c'est l'histoire de la rencontre de Ryan Gosling et Emma Stone. Qui chacun, donc lui est musicien de jazz et pianiste, rêve de monter un club, elle est actrice, rêve d'être une star entre autres. Donc rencontre fortuite puisqu'ils se rencontrent préalablement en s'insultant dans un embouteillage avant que ça devienne une grande épopée d'amour hollywoodienne sur fond du coup de comédie musicale où l'un va aider l'autre à se construire, donc elle va l'aider lui à essayer de vivre de sa passion de jazz et lui va essayer de la motiver elle à persévérer dans ses castings et même l'écriture d'une pièce dramatique. Et chacun évidemment se confrontant à la dureté du monde dans lequel ils évoluent, donc la dureté du monde du spectacle, de Los Angeles, etc., etc. Alors je te donne la parole, Océane, puisque toi tu as été complètement conquise par le film. À 99%, oui. Ah, 99%. Bah parle-nous déjà donc des 99%. Bah, c'est intéressant que tu dises on va commencer l'année avec un film ensoleillé parce que la toile de fond de La La Land, c'est Los Angeles, qui est ensoleillé 365 jours par an, clairement. Et pourtant, je trouve que ça cache une certaine amertume et que le cadre très coloré cache un désenchantement de la ville. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose de très joyeux. Et au final, plus le film avance et plus on bascule dans une certaine mélancolie et qui m'a profondément touchée. D'accord. Toi, Hubert, ta première impression de La La Land? En fait, j'avais beaucoup
envie de ne pas aimer ce film. Carrément. Ouais, parce que je trouvais que la campagne autour du film était vraiment nauséabonde, quoi. C'était au bourrin. Ouais. Ça m'insupporte voir les grands titres sur les affiches. C'est film fantastique. Qu'il faut absolument voilà, voir, absolument aimer. Le meilleur film de l'année, ouais, en janvier. Le pire, je crois que c'est quand c'est marqué essentiel ou genre utile ou indispensable. Enfin bref, des conneries pareilles, quoi. Mais bon, toujours est-il que finalement, je me suis laissé transporter. J'ai trouvé que le film était très bon. Enfin, j'ai des réserves sur le film, mais particulièrement pour la performance de Ryan Gosling que je trouve bluffante. Mais bon, il y a plein de choses à dire, mais je pense qu'on en parlera aussi après. Toi, Alexandre, t'es un peu plus mitigé sur La La Land ? Je vois les reproches qu'on peut lui faire sur le côté peut-être un peu passéiste, sur le fait que si on compare à d'autres comédies musicales extrêmement connues, il est peut-être pas aussi abouti, notamment dans la danse en tant que tel, dans l'exécution. Par contre, je trouve le geste assez beau et peut-être que En fait, moi, j'ai vu une comédie romantique avant une comédie musicale. Et la comédie romantique est un genre très balisé. Il joue très bien avec le genre. Et comme toute comédie romantique, ça joue beaucoup de l'alchimie entre les acteurs principaux. Et pour le coup, je trouve que Ryan Gosling et Emma Stone sont des acteurs où l'alchimie fonctionne énormément, même quand ils ont un écart de jeu ou des choses comme ça. Après, ils reforment le duo qu'ils avaient fait dans Crazy Stupid Love. Voilà. Mais après, Crazy Stupid Love était un film qui avait plus d'autres choral. personnages, plus choral, et était plus dans on va dire, était très moderne, avec un humour un peu... peut-être pas corrosif, mais quand même, ça y allait. Quand Emma Stone le voyait torse nu, il disait on dirait du Photoshop. C'est pas du tout le ton du film, qui se passe de nos jours, mais qui veut donner l'impression qu'on est dans des années 50, 60, qui va en jouer sur les costumes, qui va en jouer sur les voitures, qui va en jouer sur les décors parce qu'on est à Hollywood. Mais moi, ça m'a pas dérangé. D'accord. Toi, Marc, t'es contre la tendance générale. Voilà, préparez vos parpaings, vos cocktails Molotov, etc. Donc, j'ai pas Attention, Rosanne, elle a pris son verre d'eau. j'ai pas du tout aimé. Non, j'ai pas du tout aimé parce que, notamment du coup pour des choses qu'a cité Alexandre, pour le côté passéiste qui m'a profondément énervé. Pour le côté, je veux réinventer un petit peu la comédie musicale. On y reviendra, mais je veux réinventer la comédie musicale, mais j'y apporte rien. Et je m'enferme tout seul dans un cinéma ultra référencé, ce qui est un peu un des fléaux, je trouve, du cinéma contemporain, l'idéalisation du cinéma qu'on faisait autrefois. Je peux te poser une question ? Ouais. Est-ce que, à ton avis, un non-cinéphile qui n'a pas les références, ça le plombe ? Non, question. Justement. Donc, oui. du coup, pour moi, le film, en fait, un film est plombé par ses références, quand, sans ces références-là, tu ne peux pas apprécier le film pour ce qu'il est. Et à mon sens, ce qu'arrive à faire La La Land, même si des films de manière un peu trop explicite à des moments, mais ça, c'est pas très grave, je pense que le film arrive à définir son programme, ça c'est peut-être d'ailleurs un défaut, sans que les références le surplombent. Je mets à part la scène d'ouverture qui, à mon sens, est trop Jacques Demy, mais en version moins bonne. Mais par exemple, tout le reste, si t'as pas vu tes références, je sais pas moi, de Star is Born ou d'autres références de comédie musicale, tu t'en fous un peu parce que ils vont jouer avec ça. C'est comme si t'as jamais écouté de jazz dans ta vie, même si tu cites du jazz, il va quand même t'en donner à écouter. Et, oui, t'es pas laissé sur le côté en fait. Ouais, en fait, je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Mais par exemple, c'est pour ça aussi que je défendais The Artist. Je pense que même si t'as pas vu le moindre film muet dans ta vie, The Artist remplit son rôle. Et en fait, c'est peut-être plus un film moins intéressant pour des cinéphiles comme nous, au sens où forcément, quand t'as d'autres références, tu mets des éléments de comparaison. Donc effectivement, de ce point de vue-là, je peux comprendre ta réserve. Mais je pense pas que ça en fasse un mauvais film. C'est juste que ça segmente son public d'une partie de... Océane. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur Damien Chazelle qui s'enferme dans ses références, dans le passé, parce que c'est exactement le personnage de Ryan Gosling, à qui John Legend fait quand même la leçon. T'es quand même un sacré chieur, on ne peut pas faire revivre le passé, il faut que tu acceptes ça. Parce que justement, le personnage de Ryan Gosling veut veut avoir son propre club de jazz dans la plus pure tradition. Clairement, il se pose en sauveur du jazz. Je veux sauver le jazz, il est en train de mourir. Bah oui, mais comme le dit encore John Legend, le jazz est fait de révolutionnaires. Et rester dans le passé n'est pas une bonne idée. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant qu'ils mettent en parallèle ces deux discours-là. Et c'est exactement ce que fait Chazelle. Parce que quand tu as cette séquence, évidemment, tu as toute la comédie musicale qui se télescope dessus, qui est un genre qui existe toujours de nos jours. Il y en a eu beaucoup, Mamma Mia, etc. Mais la comédie musicale telle que le conçoit
Damien Chazelle, celle auquel il fait référence, c'est un style qui s'est assez diminué depuis les années 70-80. Et moi, je vois la comédie musicale qui se télescope dessus, et moi, j'ai l'impression que Damien Chazelle, il dit bah regarde, moi, je te la réinvente, moi, ma manière de la moderniser, c'est avec des plans séquences, avec des trucs, etc. Ce que je trouve pas du tout moderne, en fait. J'ai un problème justement avec, enfin, surtout avec l'ouverture en fait du film. Les 5 premières minutes, je me suis dit, mais oulala, ça va être terrible. Et je trouvais que c'était très mal filmé. En fait, tout était filmé en gros plan, alors que ça avait besoin de large, de respirer en fait. Et tout était filmé en gros, et on avait l'impression, je me suis dit, si tout est filmé comme ça pendant tout le film, ça va être terrible. Mais en fait, c'est pas comme ça, c'est juste vraiment l'ouverture qui est particulière. Mais je trouve que tu peux. C'est vrai que si tu compares par exemple à d'autres comédies musicales, alors moi du coup j'ai regardé West Side Story pour préparer un peu l'émission, et c'est vrai que au niveau la façon dont c'est filmé, je trouve que c'est plus moderne presque West Side Story que La La Land. Mais bon, après il a voulu donner une sorte de dynamisme à la comédie musicale en filmant de façon moderne, mais ça marche pas en fait. Bah, en fait, le film s'ouvre justement sur un grand show sur une autoroute, sur une portion d'autoroute embouteillée. Embouteillée. Et ça, effectivement, moi, pareil, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Et j'ai eu, comme toi, très peur au début. Je me suis dit, ouh là là là, ça va être. Bah ça fait un petit peu démonstration en fait. Ça fait un peu démonstration. Après, je trouve au contraire que il se met quand même au service de se dire voilà, à un moment j'ai une chorégraphie, aussi simple soit-elle, j'ai des visages à filmer, j'ai des trucs à éclairer, j'ai un côté, je fais en sorte que ça puisse bien suivre, parce que mine de rien, le film est pas compliqué du tout, mais par exemple sur une structure de comédie romantique, il va jouer sur des hauts et des bas, et puis à la fin il fait un truc assez joli qui moi m'a fait un peu aimer le film, parce que j'aimais bien sans plus, et je trouve que le dernier quart d'heure lui donne un peu plus de saveur, pas tant pour son ton que pour le fait que, alors sans trop raconter, le monde ne peut être heureux qu'à travers la fiction. Et la fiction dans le film, à ce moment-là, c'est un morceau de musique. Et du coup, il rejoue, il fait un film sur un fantasme de comédie musicale et tout, et à l'intérieur, il intègre un second fantasme qui serait une histoire d'amour idéalisée. Donc vraiment, ce qu'aurait dû être sa comédie romantique pure et dure. Du coup, j'aime bien ce truc, tu vois. Ça lui donne... c'est pas tant que ça lui donne la mélancolie, parce que ça, à la rigueur, il y a plein de films qui le font, mais ça le sort un peu de son programme. Mais je rebondis un peu sur ce que tu dis. C'est vrai que le film est presque plus efficace en tant que comédie romantique qu'en tant que comédie musicale. Et je trouve que les moments en fait où c'est des moments de groupe, on voit qu'en fait ce sont pas des performeurs, ce sont pas des gens qui sont doués. Sauf quand ça se ressent sur Emma Stone et Ryan Gosling, mais à partir du moment où il y a une sorte où c'est des plans de groupe ou avec des chansons à plusieurs, je trouve que là c'est la partie où le film est le moins efficace en fait, parce que c'est pas on sent que c'est pas tous vraiment des danseurs, que c'est pas tous vraiment des chanteurs, alors que dans les comédie musicale, ce qui faisait la force justement de ça, c'était des chanteurs, des danseurs, c'était des performeurs quoi. Parce que là en plus c'est là où numéro de claquettes, les numéros de chant. Mais c'est là où Emma Stone est très forte, parce que cette actrice que j'aimais pas trop moi au début, j'ai mis du temps à savoir si je l'aimais bien, et en fait son travail de mimique et même d'approximation, ça donne de la saveur au film. Gosling dans un autre genre est très intéressant dans son côté sous-jeu et tout, et c'est ce que n'ont pas tous les seconds rôles. Marc, pour le coup, il y a pas de second rôle. C'est un truc, voilà. Et je trouve que c'est un truc qui est dommage entre guillemets, que ça concerne aussi bien la comédie musicale que la comédie romantique. C'est l'absence de second rôle qui donne énormément d'habitude de recul. Les plus belles comédies romantiques que je connaisse sont magnifiques parce qu'elles ont des seconds rôles bouleversants. Ça peut être chez Blake Edwards, ça peut être en comédie musicale, ça peut être chez Jacques Demy justement. Je viens de revoir justement Les Parapluies de Cherbourg, on en parlera plus tard, mais il y a des seconds rôles magnifiques dedans. Et là, il n'y a pas de second rôle. Et le problème, c'est que le film ne donne pas d'air, du coup, à ces deux comédiens, ne donne pas d'air à son scénario, à son univers, etc. À force de tout centrer sur eux, au bout d'un moment, ça devient un petit peu pénible, d'autant plus que pour le coup, j'aime bien Emma Stone qui est pas mal, je trouve Ryan Gosling pas fantastique, etc. Et moi, ça m'ennuie ce côté, j'ai tout centré sur mes stars, mais je leur donne pas non plus les moyens de respirer, de
de complètement être libre dans la mise en scène, etc. Parce que le problème, c'est que la caméra en fait tellement des caisses qu'à un moment, les acteurs n'existent plus. C'est la caméra qui existe. Non, mais il y avait un travail de la photo aussi quand même. Oui, il y a un Le vrai film est travail assez de la beau. photo, mais c'est qu'au bout d'un moment, les acteurs n'existent plus. Et les plus belles séquences du film, c'est quand il y a des chants contre chants, finalement. Et parce que dès que Damien Chazelle fait autre chose de sa caméra, c'est infernal à suivre, je trouve. Et il se prive de ses acteurs, il se prive de leur Moi, performance, je etc. suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que justement le fait il profite en fait de cette alchimie qui est exceptionnelle entre Emma Stone et Ryan Gosling, parce que il y a vraiment quelque chose entre les deux. Ça se ressent. Ça se sentait déjà un petit peu moi je trouve dans Crazy Stupid Love, mais dans une moindre mesure. Mais là, il y a vraiment. Je trouve que ce serait bête en fait de pas se centrer sur eux, parce que je trouve que ça marche tellement entre eux que finalement c'est Ouais, normal parce que ça que soit centré les sur scènes eux. dansées juste avec eux deux sont bien. Elles sont pas tant dans l'exécution de la danse que dans le travail d'alchimie. Oui, c'est ça. Elles fonctionnent, c'est-à-dire que tu crois à leurs personnages, justement, tu crois à leur histoire. Et c'est pour ça, encore une fois, que tu vois, tout à l'heure, j'ai présenté Oui, le film comme une comédie romantique, parce que pour moi, c'est une comédie romantique avec un surplus de comédie musicale. Donc, effectivement, je vois aussi des faiblesses sur la comédie musicale en tant que telle. Par contre, en comédie romantique, je le trouve réussi. Mais en fait, ça pose aussi un problème, c'est comment on nous a vendu le film. C'est-à-dire que Mais oui, mais Parce ça, C'est vrai, c'est- en comment le France, on film l'a se beaucoup présente vendu. lui-même, indépendamment de comment, parce que la distribution, enfin le marketing, c'est pas vraiment la faute du film. oui, on peut pas en vouloir. Ah oui, plus, non, non, mais mais comment le film lui-même se vend. Oui, Le mais problème, c'est- c'est qu'il s'ouvre et qu'il se termine sur la comédie musicale avec l'intention de Chazelle. Ça reste quand même de dire, tenez, je fais de la comédie musicale, je fais des scènes chantées, etc. Après, tu le dis toi-même, je suis d'accord, pour la partie comédie romantique, ça fonctionne. Bon, d'accord, ça fonctionne. Ok, C'est- ça fonctionne, c'est comme The Revenant, quoi. Ça fonctionne. Pour moi, c'est des films qui ont le même problème, Non, en parce fait. que C'est des parce que films The Re- complètement balourds qui fonctionnent, mais qui sont jamais transcendés. Non, parce que The Revenant, c'est un film viscéral de survie, donc qui a un projet lourd au sens théorique enfin tu vois, lourd de base. Et il rajoute de la lourdeur. Là, effectivement, il met de la machinerie et tout de l'appareil. Mais parfois, ça devient de la consistance, mais des fois, c'est de la lourdeur, mais sur un sujet léger qui pourrait, qui pourrait se traiter comme ça. Océane. Donc c'est moins gênant. Ouais, et encore, on parle de passion, on parle de ce qui forge une vie au final, parce que le numéro final d'Emma Stone, donc l'audition, c'est quand même son cri du cœur, c'est sa dernière chance. Elle joue sa vie là-dessus. Donc il y a quand même quelque chose de viscéral avec cette caméra Enfin, qui elle se joue ou elle rapproche. foire sa vie d'ailleurs, parce qu'on sait pas trop. Oui, voilà, c'est ça. Elle se met à chanter pour une audition. C'est vraiment le pari de sa vie. Donc il y a quelque chose d'assez viscéral de voir quelqu'un jouer sa vie en chantant pas super juste en plus. Il y a quand même pas mal de fausses notes. Voilà, mais je trouve que c'est quand même assez, c'est un peu risqué, quoi. Après, Il y a aussi, il y a quelque chose d'intense à l'avoir donné sa vie en parlant de sa tante qui vivait à Paris, quoi. après, justement, comme les deux premiers films de Damien Chazelle, c'est sur la question de la réussite professionnelle dans un domaine artistique. Et là encore, qui est censé s'opposer à, on va dire, à une aventure amoureuse et une relation plus longue qui encore, pourrait je en trouve que ça émerger. va plus loin que dans Whiplash, parce que dans Whiplash, c'est quand même Melissa Benoist, on la voit. Bah, juste, il trois, plaque sa quatre meuf scènes, et voilà, quoi. On la voit 3-4 scènes. Là, La La Land, il met quand même au cœur, c'est une comédie romantique. Et je trouve que le film commence avec deux personnes qui ont deux rêves bien professionnels. Et au milieu du film, ils se mettent à chanter tous les deux. Ce que tout le monde recherche, c'est l'amour. C'est pas la réussite professionnelle, c'est l'amour, c'est ce qu'ils chantent, c'est leur rêve. Du coup, on peut voir la fin de manière différente. On se dit, bon, ils ont réussi professionnellement, c'est intéressant. Mais est-ce qu'ils auraient accompli leur vrai rêve ou pas? Bah, C'est pour ça que ça ben, m'a intéressé, que je trouve la fin vraiment magnifique, c'est qu'elle pose beaucoup de questions. Un peu comme Whiplash d'ailleurs à l'époque. Non, parce que pour moi, Whiplash était moins intéressant au sens où il sortait pas de son programme avec des espèces d'approximations de légèreté, il était dans la pure performance. Alors que justement, toutes ces petites approximations, notamment des Maston et tout, ça. Je sais pas, je trouve que ça allège le truc, ça enlève peut-être même un peu de sérieux. C'est relatif, mais. Je trouve qu'en fait, on la voit comme une actrice finalement assez moyenne, qui ne réussit pas ses castings, et du coup, on se dit, est-ce que finalement elle est talentueuse? Est-ce qu'elle est faite pour ça? À un moment, je me suis posé la question, est-ce que finalement elle a pas raison en disant, peut-être qu'elle est pas faite pour ça? J'aurais trouvé ça assez cruel. Mais... En fait, je trouve que plus qu'Emma Stone, je trouve que c'est Ryan Gosling moi, qui porte le film plus qu'Emma Stone, parce que dès qu'il arrive, il y a une sorte de peps qui arrive sur le film. Je trouve qu'il donne une énergie, il a un potentiel comique fou en fait. Et moi je trouve que c'est un super acteur. Alors vrai ou pas alors ce qui paraît c'est vraiment lui qui joue du piano sur tous les plans, c'est quand même assez bluffant quoi.
Et on peut aussi souligner, forcément, mais la musique, parce que c'est une comédie musicale. Justin Hurwitz. Mais la musique de Justin Hurwitz est vraiment exceptionnelle, quoi. C'est enregistré avec 95 musiciens, c'est 2 ans de boulot, je crois, pour boucler ça. Et pour le coup, c'est une vraie jolie bande originale, quoi. Donc Marc, quand même, avec tous ces points, ça mérite pas le coup quand même, La La Land, au moins de l'exercice. Bah non, parce que d'ailleurs, tu parlais de Ryan Gosling, bon, je trouve qu'il fait le boulot, on va dire, dans l'essentiel des séquences. Après, j'ai quand même un problème de taille, c'est qu'il sait pas chanter. Et il y a un certain nombre de séquences ou de chansons où il doit pousser la voix. Pas forcément dans City of Stars, ça va, parce qu'il reste à un niveau assez bas, quoi. Mais je trouve qu'il sait pas chanter et ça handicape assez le film. Mais même Emma Stone, tu vois, par exemple, la fameuse séquence de casting dont tu parlais, Océane, où elle raconte une histoire personnelle sur sa tante qu'elle raconte en chantant. Et Damien Chazelle fait une mise en scène très spéciale autour, il plonge sa caméra un peu dans son univers. T'es censé vraiment tomber, enfin, Chazelle t'invite à tomber amoureux du truc, à te dire voilà, à s'abandonner dedans. Eh ben, ça marche pas pour moi. C'est-à-dire que le truc, c'est que t'as pas une assez grande performance, t'as pas une assez grande. Parce que pour le coup, là, il y a plus d'alchimie, c'est juste Emma Stone face à un. En plus, c'est même à un moment, elle est toute seule, elle est face à un fond noir. Face à un fond noir, donc t'as pas le côté alchimie avec Gosling, etc., qui existe, hein, ça je le nie pas. Et là, donc, pour moi, tu prends une scène un peu équivalente, qui est la scène de la découverte de Judy Garland dans Une étoile aînée. Le truc, c'est que Judy Garland, elle a du coffre, c'est plutôt une bonne actrice, elle a un coffre remarquable, elle a une intensité dramatique qui est incroyable quand elle chante. Et forcément, tu tombes amoureux, enfin, tu es sous le charme quand tu vois la séquence dans Une étoile aînée. Là, il y a l'intensité dramatique mais quand là, même. on est à la fin du voix, film, mais... c'est un peu un climax émotionnel. C'est le climax d'Emma Stone. Ouais, mais j'étais trop agacé par le film. Après, moi, je trouve que c'est pas trop gênant que les voix, justement, soient pas. Je trouvais que c'était meilleur quand les acteurs chantaient, parce qu'il y a des moments où c'est doublé. Et là où je trouve que c'est assez désagréable et ça se voit tout de suite et ça marche pas. Ouais. Mais alors, dès qu'ils se mettent à chanter, même si finalement c'est pas faux, on peut pas dire que c'est faux, c'est juste, mais c'est pas transcendant. Mais ça donne justement l'émotion et cette fébrilité en fait, ce fil un peu. Et il joue beaucoup de choses à chaque chanson, ne serait-ce que A Lovely Night où ils font le numéro de claquette. Bah, ils se rendent compte qu'en fin de compte ils se plaisent. Ensuite on a le City of Stars de Ryan Gosling et Emma Stone. Et le discours est pas convenu. Le basculement. Et après on a Audition. Enfin c'est vraiment, chaque chanson représente vraiment une étape de leur relation et de leur vie professionnelle et je trouve que les chansons sont très réussies. Bon, ça vaut quand même le détour, La La Land. Ça mérite d'être vu sur un grand écran. Ah bah oui. Moi non. Non. Mais pour se faire une opinion. Allez voir des John Kelly, allez voir. Non, mais pour terminer et synthétiser, sauf s'il y en a d'autres qui veulent rajouter des trucs, mais vite fait ce que je dis, c'est que ce qui m'ennuie, c'est que qu'est-ce qu'on retiendra de ça dans 50 ans ou même dans 30 ans. C'est-à-dire que à un moment, il te met un marin, il met des roses partout parce que Jacques Demy, tu vois. Bon, c'est très bien, mais quand Jacques Demy. Oui, il y a un marin à la fin dans son près du caveau de la dans son montage final où il met tout ce qu'il a pas pu mettre dans le reste, donc il balance ça. Parce que c'est un fantasme. Il balance ça à la gueule de manière super consciente. C'est le fantasme de Chazelle. Toi, t'as aimé, moi ça fait perdre 2 points au film. J'étais insupporté par le film. Qui était déjà à moins 2. Mais qui était déjà à moins 2, ouais. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, donc ok, il y a du rose, il y a un marin, très bien, Jacques Demy, tout ça. Le truc, c'est que quand Jacques Demy, il y avait une overdose de marin dans Jacques Demy, où il y avait du rose partout, du vert fluo, etc., que Jacques Demy, il créait un truc. Quand Berkeley faisait ses séquences, il n'y en a pas là, mais quand Berkeley faisait ses séquences de musical aquatique, etc., il créait un truc, c'était unique. Quand Donen faisait ses séquences musicales, à chaque film, il créait un truc, c'était unique. C'est-à-dire que dans Chantons sous la pluie, tu as les séquences, elles sont comme elles sont. Quand il fait Beau Fixe sur New York, il fait sa première comédie musicale en cinémascope. Le cinémascope, à un moment, est coupé en 3. Il fait 3 comédies musicales en une, etc. Il invente un truc, etc., etc. À chaque fois, Coppola, ou par exemple, je pense que La La Land est beaucoup un hommage à Coup de cœur. Je vais pas le bouder, hein, d'autant plus que Coup de cœur, c'est vraiment un film qui, encore aujourd'hui, est mal aimé, bien qu'il commence tout juste à être un petit peu réévalué grâce à sa réédition numérique. Voilà, quand Coppola faisait Coup de cœur, lui, il réinventait un truc. Il ne se plaçait pas en mode je vais rendre hommage à Stanley Donen, etc. Machin truc. Il disait moi j'ai inventé une autre forme de comédie musicale. Et pour cause, il a développé des technologies expérimentales qui étaient complètement inédites à l'époque pour filmer le générique, pour filmer des plans séquences assez rotors, etc.
pour recréer une ambiance musicale qui était différente, parce que là, on n'était pas dans du truc symphonique de comédie musicale classique. Qui a fait la musique de Tom Waits. Tom J'en Waits, parlais un peu voilà. tout à l'heure. Bon, on en reparlera parce qu'on va ensuite Oui, on va revenir passer sur la comédie sur le musicale. débat, Bon, mais- voilà. Qu'est-ce qu'apporte Damien Chazelle dans tout ça? En quoi se souviendra-t-on de La La Land dans 20 ans? Ouais, moi, je dirais qu'on Personne ne peut le il- savoir. Il nous Parce apporte qu'on n'est au pas dans moins 20 ans. On n'est pas dans 20 ans. il nous apporte Justin Hurwitz, son compositeur, qui Non, et puis un truc qui est fait rigolo, des c'est mélodies que qu'on se souvient encore. le film a fait l'ouverture de Venise l'an dernier. Mhm. À Cannes, l'ouverture se faisait sur Café Society, qui est un peu la même histoire en version Ah. retors. Et un pote me faisait remarquer que Berlin s'ouvrait avec Ave César des Cohen, qui raconte une histoire aussi d'Hollywood un peu perturbée. Tout à fait. C'est très rigolo que les 3 films d'ouverture des 3 grands festivals européens racontent un peu la même chose sur des tons très différents. Surtout que pour le coup, la fin du Woody Allen et la fin de La La Land, C'est la même chose quasiment. Et moi, ça m'a marqué pendant le film. Mais j'aime beaucoup la fin du Woody Allen. Et puis, quitte à penser à une scène dansée l'an dernier, la scène dansée de Channing Tatum dans Ave César était extraordinaire, par exemple. Tout à fait. Donc, en tout cas, les Oscars se sont mis d'accord puisque l'Académie leur a accordé quand même 14 nominations, qui c'est quand même un record. Donc, on verra ça à la cérémonie s'ils récupèrent les 14 statuettes ou pas. Donc, en tout cas, vous pouvez aller voir dans les salles directement. Donc, La La Land de Damien Chazelle, donc avec Ryan Gosling et la fantastique pour moi Emma Stone. Alors, j'ai Oui. une question, parce qu'apparemment, le film est sorti avec un procédé Oui. Eclair-Color. Il y a Eclair-Color, enfin, c'est c'est certaines, vraiment dans certaines salles, même Ouais. dans Paris, il n'y en a pas énormément. C'est un nouveau Ouais. procédé de colorimétrie qui rend encore plus l'image meilleure. Donc il y a vraiment que certaines salles qui sont disponibles comme ça, mais en tout cas, oui, il est disponible donc en Eclair-Color. Il y avait eu Brise de Nice qui avait pu l'être comme ça et Dalida. Donc là, c'est le premier film américain qui en bénéficie, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais en tout cas, au moins sur grand écran, La La Land de Damien Chazelle, sorti le 25 janvier 2017. Pour commencer tout simplement notre débat du jury sur les comédies musicales, nous allons revenir tout simplement sur qu'est-ce qu'une comédie musicale, tout simplement, quels sont les codes, qu'est-ce qui définit le genre, quelles sont ses frontières, ses limites, ses nuances en fonction des autres genres. Donc, Alexandre, qu'est-ce qui définit une comédie musicale, en tout cas au cinéma? C'est faussement facile à définir. Parce que, ok, on va dire comédie et musicale, c'est simple. Et d'ailleurs, l'un des premiers films parlants, le chanteur de jazz, est une comédie musicale d'une certaine manière parce qu'on voulait profiter du fait que ça pouvait chanter. Après, quelle est la différence entre une vraie comédie musicale et un film un peu chanté? Parce que justement, il y a différents genres à l'intérieur. Il y a différents genres. Alors, le genre de luxe, ce sont les films avec Fred Astaire et Ginger Rogers, ou les films avec Jane Kelly, ou les Vicente Minnelli, qui sont des films où la danse et le chant cohabitent ensemble et où en fait on est dans des univers où se mettre à chanter est naturel. Après, il y a quand même un certain nombre de films, plus ou moins récents, où déjà on chante sans danser. Je vais prendre un film plutôt récent des années 2000 français. Un film comme Les chansons d'amour de Christophe Honoré est une comédie musicale, mais il ne danse pratiquement pas. Même les films d'Alain Resnais. Les films d'Alain Resnais, effectivement, comme On connaît la chanson, qui est un film très spécial, est une comédie musicale, mais c'est peut-être plutôt un film chanté. Le principe d'On connaît la chanson, c'est que ça raconte des histoires d'un groupe de copains, donc joué par André Dussolier, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, la etc. team. La team qui est avec Alain Resnais, effectivement. Ils discutent d'un problème, et d'un coup, en playback, démarre une chanson connue du répertoire français. Ça peut être Résiste de France Gall, comme Vertige de l'amour d'Alain Bachung. Quoi ma gueule. Ou Quoi ma gueule, effectivement. C'est vraiment un film un peu incongru, mais c'est une comédie musicale en son genre. Donc, la danse n'est pas forcément incluse dedans. Par contre, à contrario, il y a moins d'exemples quand même de films purement dansés, sans avoir de chant. Hubert. Tous les sexy dance, Ouais, c'est ce que j'allais dire. les Effectivement. step-up, Est-ce qu'on peut ou je pas- ne sais Effectivement, quoi. oui, non, c'est vrai. Autant pour moi, je les ai oubliés. Et en plus, c'est. Ouais, mais du coup, est-ce que Magic Mike est une comédie musicale? Bonne question. Après, c'est justement plus des C'est- films ce que je veux dire, c'est dansés. que, voilà, la frontière
de ce genre est faussement simple. Et du coup, ça lui donne quand même une richesse et une variété qui est plus grande que ce qu'on peut croire a priori. Bah, en tout cas, ça a commencé avec le chanteur de jazz donc en 27. Forcément, ça a arrivé avec l'arrivée du parlant, avec du cinéma sonore. Et étonnamment, donc, ça a commencé plus avec des films dansés d'ailleurs des années 30, puis c'est devenu à la fois des comédies chantées quand on est arrivé dans les années 40 à peu près. Donc pendant toute une décennie, c'était plus quand même dansé, même si ça allait en fonction de la musique. Mais après, on a fait pousser la chansonnette. C'est dans Le Dictateur où, Oui. où Chaplin se met à danser, à chanter dans un dialecte un peu incompréhensible. Non, c'était pas Le Dictateur, c'est, c'était le les temps Les temps modernes. les Ah temps pardon, modernes. c'est dans les temps à la modernes. fin des temps modernes. Bon bah voilà, c'est pas une comédie musicale, mais ça reste une séquence chantée dansée qui est presque plus connue que certaines comédies musicales, même si je viens de me planter lamentablement. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que la frontière est large et du coup, on parlait de La La Land. La La Land est un film où c'est des références à un certain type de comédie musicale. Pas toutes les comédies Et musicales. Marc, justement, déjà le terme français comédie musicale, déjà, c'est pas un petit peu compliqué parce que comédie musicale, c'est censé être un film un peu lumineux. Et puis on l'a vu tout à l'heure dans La La Land, c'est pas forcément un film qui finit bien. Bah oui, d'autant plus que les Américains, ils ont un terme plus généraliste parce que c'est musical tout court. Qui vient de Broadway. Qui vient de Broadway, tout à fait. Qui vient d'autant plus de Broadway, et il y a une relation aussi très importante, on aura l'occasion d'en parler, entre Broadway et la comédie musicale. Oui. Enfin, entre Broadway, donc les cinéma, comédies musicales live et les comédies musicales cinématographiques, qui a perduré là encore de nos jours. Il y a encore un certain nombre de films récents, souvent pas très bons, qui viennent des comédies. Misérables, Into the Tout à fait. Woods. Voilà, bon. Océane est connaisseuse, on te laissera aborder tous ces films. Non, de toute façon. Et ce qui est drôle, c'est que ça se fait dans l'autre sens aussi maintenant. Alors, on n'a pas encore évoqué, mais on évoquera sûrement les Disney, justement, Ouais, qui qui sont devenus des... qui sont maintenant devenus des des comédies musiques, musicales. ouais. Le sens inverse. Et apparemment, La La Land va aussi avoir sa version à Broadway. Donc c'est Ah bah d'accord. Donc c'est voilà, un échange assez bientôt au assez théâtre intéressant. Mogador, quoi. La boucle est bouclée. En VF. Et donc voilà. Et après, ce qui est aussi intéressant par rapport au début de la comédie musicale, c'est que très tôt, la comédie musicale a rimé avec se pencher sur les coulisses de la création artistique, en particulier la création soit hollywoodienne, soit la création de Broadway. Une des premières du genre, c'est 42e rue, donc 42nd Street, de Lloyd Bacon, je crois, qui a été réalisé en 32 ou 33, je ne veux pas dire de bêtises, qui notamment donc connu pour donc sa création graphique absolument incroyable, notamment de Busby Berkeley, que vous connaissez peut-être pour les figures circulaires dans l'eau, etc., auxquelles les frères Cohen rendent hommage dans Avec César. Donc je pense que voilà, déjà ce film, c'est un peu une pierre fondatrice qui a fait pour les Américains, en tout cas de la comédie musicale, vachement une manière de faire une introspection sur Hollywood, sur le divertissement, qui au début était... Au début, ça rimait avec quand même une sorte d'exaltation, dans le sens oh, la machine hollywoodienne est fantastique, etc. Puis au fur et à mesure, il y a quand même eu un certain nombre de nuances, de Une étoile est née à La La Land, à Chantons sous la pluie, etc. Bon, les étoiles Phantom manquent of the pas. Paradise. Bah ça c'est en plus un genre précis puisque en fait c'est l'histoire d'une comédie musicale, d'un spectacle où en fait on répète le film, C'est le film de backstage, quoi. Voilà. Et en gros les 10-15 dernières minutes sont le numéro. On peut le retrouver aussi par exemple dans Les Chaussons Rouges aussi ou dans et même il y a souvent des films où l'histoire se finit sur un grand numéro, un Américain à Paris. Je crois que le numéro final fait 25 minutes ou 30 minutes. Enfin, ça fait un quart du film. Mais c'est vraiment le film s'arrête et on présente le numéro. Et en même temps, le numéro conclut par des jeux de porosité avec l'histoire, conclut l'histoire qui est en train de se raconter. Et effectivement, dans Les Chaussons Rouges, c'est le cas. Mais après, justement, il y a ces morceaux musicaux où tout d'un coup, quelqu'un se met à chanter, ou voire tout le monde se met à danser en même temps, souvent des fois pour un rien dans l'histoire. Mais ou alors on peut avoir carrément un film entièrement chanté du début à la fin. Enfin, c'est comment on pourrait donc qualifier une comédie musicale ? Est-ce qu'il y a un temps précis où il faut chanter pendant le film ? Les films entièrement chantés, finalement, alors je suis pas non plus le plus grand expert qui soit en comédie musicale, mais j'en connais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a Jacques Demy, donc Les Parapluies de Cherbourg, c'est entièrement chanté, la moindre ligne est chantée, donc c'est une voilà, mais à peu près, est-ce que c'est une comédie Les Parapluies de Cherbourg? Bon, pas vraiment, quoi. Même si c'est très coloré. C'est sûr.
Et voilà, si on prend les grands exemples types du genre, c'est pas forcément le cas de, je sais pas, Tous en scène de Vincent Minnelli, Ou même si tu vas à Mhm. Bollywood, qui fait beaucoup de comédies musicales, toutes les lignes ne sont pas chantées. Alors pareil, j'en ai pas vu des Mhm. tonnes non plus, mais les plus connus comme Alors, Devdas et tout, il y a quand même toujours voilà. des passages parlés. Alors eux, c'est carrément encore un truc très intéressant aussi, parce qu'à Bollywood, on a inclus la comédie musicale dans un certain nombre d'autres films, du coup, même des films qui n'ont rien à voir. Par exemple, toi, tu pourrais nous parler, je sais que tu as vu Mirutan. Mirutan, qui est Voilà, qui est un qui est film de zombies. Vas-y, je te et laisse en parler. C'est un film de zombies et tout d'un coup, on a c'est même pas même un numéro musical, c'est carrément un clip. Un clip qui se déroule en plein milieu du film où le film s'arrête et il y a une chanson d'amour, en tout cas une déclaration d'amour du héros principal vers sa dulcinée. Et après, le film reprend. Donc, ça, c'est plus un film d'ailleurs tamoul plutôt que venant de Bollywood, quoi. Au final, est-ce que c'est pas l'intention qui fait la comédie musicale, enfin, qui Mhm. fait la comédie musicale en vrai, parce que je repense à Dalida là, qui est sorti en début d'année où Oui. il y a Bah là, c'est un biopic, 7 ou 8 ouais. chansons qui sont vraiment clipesques pour le coup en Mhm. plus, mais c'est pas, je qualifierais jamais ça de comédie musicale, Mhm. mais c'est peut-être l'intention au-delà même du réalisateur de départ, de dire je vais faire une comédie musicale qui fait que ça fait une comédie musicale au final, parce que La La Land, si il décide d'en faire une comédie musicale, c'est Oui. c'est l'intention, quoi. Océane. Mais j'avais un exemple en tête qui est sorti, c'est New York Melody. Mhm. Est-ce que au final c'est une comédie musicale, sachant qu'on a quand même Keira Knightley et Adam Levine entre autres qui chantent pas mal de chansons, ou est-ce que c'est juste un film musical, ou est-ce que c'est juste un petit drame indé? C'est quoi exactement? Mhm. Et c'est intéressant de parler de John Carney qui ne fait que des films. Et Est-ce pareil, que ce sont des Inside comédies Lewis musicales Davis. ou des films Mhm. musicaux? Est-ce que One c'est un film musical ou pas? Après, c'est un film sur la musique, sur des Voilà, musiciens. après, je pense qu'il se pose aussi la question du côté, entre guillemets, réaliste de l'insertion des chansons dedans et du côté musique intradigétique ou extradigétique. C'est-à-dire que dans Inside Llewyn Davis, quand il y a de la musique, ça reste simplement la musique que joue le guitariste sur scène, les chanteurs sur scène, etc., etc. Dans La La Land ou dans Chantons sous la pluie ou dans West Side Story, etc., quand il y a deux personnages à chanter, il y a 100 figurants qui sortent il y a 100 figurants qui sortent du ghetto, il y a un orchestre qui pop en off, et voilà, donc là, ou Jacques Demy, par On exemple. n'est plus dans le réaliste en fait. Voilà, chez Jacques Demy, il y a l'orchestre, il y a la musique de Michel Legrand qui est derrière, etc. Il y a tout un truc extradigétique qui est du coup pas logique, en fait. Voilà, c'est presque, est-ce que la comédie musicale est de facto illogique, et de facto une trahison du réel? Alors du coup, qu'est-ce qu'il en est pour les Disney et tous les dessins animés? C'est-à-dire que Ah oui, c'est bien. Disney a très tôt inclus quand même les chants dans des Blanche-Neige. Oui. Il y a beaucoup de moments chantés. Ils le perdent à des moments, mais pas totalement. Et alors au niveau des années 90, c'est-à-dire sur le Quatuor, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin et Le Roi Lion, on a vraiment une volonté de pratiquement de revenir à Broadway avec des numéros chantés très nombreux et pareil qui sont inclus. Alors même si on est sur du dessin animé de manière naturelle, genre c'est normal qu'ils se mettent à Surtout chanter. qu'en fait, à cette période-là, dans les années 90, c'est le moment où les comédies musicales, on va dire live avec des vrais acteurs, est tout plus bas. Il y a de moins en moins de production parce que ça coûte cher et c'est pas forcément rentable. Et à ce moment-là, dans les années 90, c'est surtout les Disney et autres dessins animés, Anastasia par exemple, qui est d'un de nos studios, qui représentent en tout cas la comédie musicale, le genre de la comédie musicale au cinéma. C'est à ce moment-là qu'il n'y a plus grand-chose. Mais je rebondis juste, Océane, tu voulais C'est rajouter? intéressant de parler des Disney parce Mhm. que en pensant comédie musicale, j'ai repensé à Il était une fois avec Amy Adams qui est sorti il y a bientôt 10 ans et qui justement retranscrit en live l'esprit des comédies musicales des Disney avec d'énormes numéros à Central Park, il me semble. Et pour moi, c'est un des meilleurs exemples du genre, c'est qui a le mieux compris comment transférer l'esprit comédie musicale de Disney en live. Bon, il y a eu Mary Poppins aussi, hein, enfin, on peut citer. Enfin, Tous les Disney justement le sont travail des ont Sherman cette veine-là. Brothers sur les comédies musicales. Enfin, Mais comédies je rebondis musicales, justement sur ce que tu disais par rapport à la question du réalisme et comme quoi les comédies musicales c'est un peu un monde fantasmé, un peu un monde idéalisé. Et La La Land, la promo est fait un peu en sorte d'un film anti-crise, anti-morosité. Et justement, est-ce que la comédie musicale c'est pas un petit peu un cinéma de crise, puisque la comédie musicale est un peu surcartonnée donc dans les années 30, donc post-crise économique des années 29, Post-Seconde Guerre. puis après la Seconde Guerre mondiale. Puis après, dans les années 70-80, ça s'est un Il y a peu eu- perdu. Et en fait, là, récemment, les comédies musicales qui étaient au cinéma, c'était surtout des adaptations de gros succès à Broadway. Et donc, est-ce que La La Land suit un petit peu cette logique-là d'un cinéma
de crise parce qu'il est anti-crise, parce qu'il propose une vision un petit peu idéalisée des choses et de merveilleux. Je suis pas sûr Hubert. que Ouais, la je comédie. trouve pas si idéalisé que ça, La La Mhm. Land. Hein. Mais Non, je- je trouve pas que ça propose Hubert. une vision idéalisée. Je trouve que alors les scènes chantées sont certes pas réalistes, Mhm. mais souvent le discours et le sujet des comédies musicales est bien plus grave en fait que ce que laisse penser un peu l'esthétique ou justement le fait de chanter. C'est souvent des sujets un peu plus. Bah, c'est comme Ça, pour. Bon, on en pense qu'on en pense, mais l'adaptation de Rent, Mhm. c'est clairement pas joyeux. Et j'ai découvert ça il y a maintenant 2 ans. Et c'est vrai que ça m'avait un peu frappé au final de voir que des thèmes aussi graves comme le sida, comme la cause transgenre, comme l'homosexualité, plein de choses. Le seul moyen pour ces gens de s'en sortir, c'est de chanter. Mais après, ça, c'était une Pour eux, adaptation chanter, d'une c'est comédie du- musicale aussi. C'était Oui. une adaptation, c'était pas forcément un film original directement. Oui, mais c'est comme intéressant qu'ils aient décidé d'adapter cette pièce-là en particulier. Quoi. Mais après, ça fait pas forcément de succès non plus au cinéma, c'est ça le problème. Ah non, Rennes, ça a c'est- pas- je crois que ça n'a voilà. pas marché du tout. Justement, ça fait un gros échec, mais est-ce que les films qui font, en tout cas les comédies musicales du genre qui font un méga succès, c'est justement en réponse à une morosité ambiante Moi, je pense plutôt qu'on passe par la comédie musicale pour faire passer des messages parfois durs sous couvert de numéros chantés. Un peu comme parfois on peut utiliser le passage du dessin animé pour faire passer des choses très sombres. Tu vois ce que je veux dire Un moment de Bambi. non, non, mais je pensais même pas à un moment de Bambi, mais tu vois, Valse avec Bachir, ça va être un Ouais. dessin animé. Bonjour. Le congrès. Ah, mais là, c'est dans mais- un mais- autre genre de dessin Non, mais animé. dans un autre genre, mais même, tu vois, un film comme R. Est-ce que c'est un film si léger que ça Mm. Un film Bah, comme Phantom of the Paradise, Mm. c'est pas très Bah, léger. même la tu vois. fièvre du samedi soir, tout ça, ça Bien parle sûr. aussi de plein de sujets La d'actualité à fièvre du samedi l'époque. soir, c'est la version comédie musicale de Rocky. Enfin, Mm. tu vois. Donc après, ce genre-là, donc comment est-ce qu'on qualifie? C'est parce que c'est des gens qui chantent, des gens qui dansent, c'est lumineux. Dans les gens qui c'est- dansent, on peut pas ça. Non, mais c'est comme pour tout, tu fais du cas par cas. C'est-à-dire que, en exagérant, c'est presque comme le western. À un moment, il faut faire du cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a certains trucs que tu as envie d'assimiler au western. Genre, est-ce que The Revenant, c'est un western? Mhm. Bon, ça peut l'être. Pour moi, pourquoi pas? Pour Patrick Brion, par exemple, c'est un western. Pour d'autres, pas du tout. Le dernier des Mohicans, est-ce que c'est un western? Bon. Donc, à chaque fois, c'est une question de cas par cas. Et c'est comment, déjà, quelles sont, toi, tes propres références de la comédie musicale? Si toutes tes références de la comédie musicale, c'est les films Bollywood, par exemple, tu vas pas forcément avoir la même perception d'un film de Blake Edwards qui est partiellement chanté avec certaines chansons. Tu vas pas avoir la même perception d'un film de, je sais pas, Du Alain Resnais, dont on parlait. de Alain Resnais, qui est absolument génial, faut le voir. Enfin, on connaît la chanson, c'est C'est extraordinaire. c'est, ça. ouais, on peut en profiter quand même pour faire. Ouais, vous voyez, on connaît la chanson, trop c'est beau. délicieux. Voilà, donc déjà, quelles sont tes propres références, etc. Ce qui joue vachement. C'est aussi ça qui est intéressant dans le fait de pouvoir en parler et de pouvoir rediscuter des genres. Les genres, c'est jamais des valeurs fixes. Surtout des trucs un peu vagues comme la comédie musicale, on l'aura vu, qui n'est pas toujours une comédie, etc. Comme ce genre ultra bâtard qui est la comédie dramatique. Genre, je cherche toujours à comprendre qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Même un thriller, enfin, tu vois. Ou même un thriller, tu vois, qui est Un thriller musical. un thriller musical. Est-ce que Whiplash n'était pas au fond un thriller musical? Bonne question, mais après, les gens, ils ne chantaient pas tous dans l'école. Non, mais Oui, je pense ils jouent que de la mais musique je comme pense si quand leur même vie en que ta question dépendait. la question du réalisme que tu as abordée tout à l'heure, c'est peut-être peut-être là ça, qu'on a la ouais. réponse. Alors pardon, ça va faire un peu copinage, mais j'ai eu une amie, Anna Marmiès, qui a sorti un court-métrage Mhm. qui s'appelle Lorraine ne sait pas chanter. Et le principe du film, c'est que c'est dans un monde où c'est normal que tout le monde chante. Mhm. Mais elle a un problème, c'est qu'elle sait pas chanter. c'est elle est Ryan bloquée. Gosling. Non, mais genre, elle n'ose pas, elle devrait être en couple et tout, et elle n'arrive pas à pousser la chansonnette. C'est comme si tu étais autiste ou bègue, ou enfin un truc qui socialement te pénalise. Et donc là, c'est une comédie musicale parce qu'en plus, elle met au centre le fait que c'est naturel de se mettre à chanter. Mhm. Et que tout le monde dit un café, s'il vous plaît. C'est normal. Un peu comme Happy Feet au final, le principe Exactement. d'Happy Happy Feet, Feet, ouais. mais avec la C'est ça. danse un peu de chant quand même beaucoup, oui, d'ailleurs. dans Ouais. Happy Feet. Beaucoup. Mais bon, en fait, c'est assez. On Ah, c'est- répondra pas à la c'est- question. On a voilà. posé une question, on n'y répondra pas. Bah, mais merci Hubert. Donc on va continuer. Merci d'être passé à passer par là. Donc on va continuer le débat justement. Bah, tu faisais très bien de parler de Rennes, puisque en fait la comédie musicale, donc c'est souvent l'histoire d'un couple, un homme
une femme. Comme dans le Sean Penn. Exactement. Où en fait, donc c'est un genre populaire et donc forcément, comme ça a été créé très tôt par Hollywood, c'était un genre qui était exclusivement créé par des hommes avec une vision forcément masculine à la fois sur l'homme et sur la femme. Et pendant longtemps, donc la comédie musicale, c'est soit involontairement ou volontairement misogyne. Et il y a aussi un peu d'homophobie latente dedans. Et ça, souvent, c'est un thème qui reste un petit peu en sous-texte, alors que c'est pourtant un genre assez positif, assez heureux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Puisque maintenant, on a les gender studies. Enfin, maintenant, il y a comment dire, des personnages, des artistes trans qui sont reconnus. Maintenant, les Wachowski. Enfin, qu'en est-il aujourd'hui du genre de la comédie musicale qui aborderait ces thèmes-là de plein front et qui pourrait avoir du succès? C'était aussi souvent des vaudevilles, je pense à des films comme Ô toi ma charmante. Alors le réalisateur, le nom m'échappe, mais c'était un film extraordinaire avec Fred Astaire et Rita Hayworth. Donc il y a eu beaucoup de vaudevilles, donc c'est quand même très codé. Donc tu rajoutes code plus code comédie musicale plus code AIDS qui a eu son influence. Oui, parce que le code ACE a été créé donc, dans les années 30 par, on va dire, les ligues de bonnes mœurs américaines qui voulaient pas que les films soient un petit peu trop tendancieux ou déviants sur les valeurs puritaines américaines. Et c'est vrai que combien de comédies musicales j'ai vu abordent l'homosexualité? Tout à l'heure j'ai parlé de Christophe Honoré. Il y a 2 films qui sont chantés où il est question d'homosexualité. Ouais. Non mais voilà, parce que l'histoire de comédie musicale, c'est l'histoire donc souvent d'une romance, d'un couple, mais pourquoi pas un couple lesbien ou un couple gay? Pourquoi pas? Après, de toute façon, dans l'ère classique, etc., il y a toujours la question du sous-texte. Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est sur la période hollywoodienne classique, sur comment, entre guillemets, tu peux éventuellement dépêtrer les musicals misogynes, des trucs autres ou différents, etc. Et là, je pense que celui qui aurait plus à dire que moi, c'est Antoine Cyr, qui a écrit Hollywood, la Cité des femmes. Parce que si tu regardes certains films, justement 42e rue, je pense pas que 42e rue, ça se présente comme un truc extrêmement misogyne. Si vous voulez que je le pitch simplement, 42e rue, c'est tout simplement l'assemblage d'un musical à succès, enfin qui est destiné à être à succès à Broadway, avec un metteur en scène qui est tyrannique, etc., qui a une starlette qui est chiante comme pas possible. Bon, grosso modo, c'est Showgirls en fait, enfin Showgirls de Paul Verhoeven, qui est quasiment un remake, mais c'est positif ce que je dis, hein. Moi je trouve ça génial comme comparaison. Et bon. Et dans 42e rue, ça se présente comme un truc un peu miso, etc. Parce qu'au début, le gars, il inspecte toutes les nanas. Toi, t'as des cuisses comme ça, toi, machin, bon, etc. Et au fur et à mesure, le personnage, évidemment, le plus intéressant du film, c'est une jeune première qui est figurante, etc. Qui va être amenée à être la star du show, etc. Et devient, le personnage dramaturgiquement le plus intéressant du film. 2, le personnage artistiquement le plus fort du film. Et 3, celle qui dans tous les cas capte tout en fait. Elle est la star du film absolu. Après ça a toujours été le paradoxe hollywoodien quoi, d'avoir cette société ultra machiste de scénarios écrits par des mecs, de films tournés par des mecs avec des femmes qui arrivent du coup à être les méga stars et capter tout. Tu as ça dans 42e rue ou beaucoup plus tard dans La Mélodie du Bonheur. Bon, là, c'est plus du tout la même période hollywoodienne. La Mélodie du Bonheur, on est en plein effondrement hollywoodien classique. Mais t'as un personnage qui est magnifique. Après, t'auras pas un sous-texte homosexuel, etc. Je pense que ce qui arrivera plus tard, ça arrivera peut-être plus dans les années 70-80, où t'as des comédies qui deviennent plus ambiguës, je pense. Victoria, qui est pas vraiment une comédie musicale, mais qui va jouer sur les gens. Voilà, Rocky Horror Picture Show, c'est les deux grands exemples. Alors là, c'est vraiment une pure comédie musicale. Victoria, c'est plus un film chanté. Mais ça va avec l'évolution des mœurs de toute manière. Et puis en plus, dans les films musicaux les plus anciens, c'est beaucoup de danse de salon. Donc que ça soit des valses, des la rumba, tout ce que tu veux.
Et donc c'est très genré de base. Alors après on peut jouer avec ça effectivement, mais Justement, c'était pour répondre au code ACE parce que justement, il ne fallait pas trop dévoiler la forme des femmes pendant qu'elles étaient en train de danser, parce que forcément, c'était assimilé aux danseuses qui faisaient référence aux prostituées à Paris. Enfin, je pense voilà, que la le danse code de ACE, salon ils la allaient plus quand même homosexuelle que j'ai vue, c'est dans la Cité de la Peur, quoi. Enfin, tu vois, c'est C'est vrai, un beau morceau musical. un très bon morceau musical. C'est intéressant, et là je vais peut-être un petit peu dévier, mais dans les séries télé, Mhm. il y a Comme beaucoup Glee. Glee, et je pensais aussi à des épisodes spéciaux, notamment un épisode de Fringe, Mhm. qui reprend les codes du film noir tout en faisant des numéros musicaux avec quasiment tous les personnages. Mhm. Et c'est un des meilleurs épisodes de la série, parce qu'elle a su parfaitement intégrer les codes des deux univers pour... Il y a un épisode en de faire- Buffy aussi comme ça. Mhm. Exactement. Mais justement, est-ce que ce serait pas plutôt par la télévision qu'on aurait cette évolution-là qui pourrait Ouais. ensuite contaminer un petit peu le cinéma? De Hein toute façon, il faut que l'évolution vienne des cinéastes, je pense, qui sont le plus capables de regarder en avant et qui ont le plus apporté. Tout à l'heure, par exemple, tu parlais des sœurs Wachowski. Je pense qu'elles feraient une excellente comédie musicale. Il y a déjà des sur morceaux chantés dans Sense8 qui sont. Ouais. Non, j'ai pas- Même, j'ai- même niveau des chorégraphies. Voilà, j'ai pas vu Sense8, mais autant thématiquement que pour des raisons évidentes stylistiquement, je pense qu'elles auraient beaucoup à faire dans la comédie musicale moderne. Après, je sais pas si vraiment c'est leur tasse de thé, j'en sais rien. Mais c'est ce genre de réalisateur ou réalisatrice qu'il faudrait aller chercher pour pouvoir permettre une évolution de la comédie musicale qui pour le coup ne devrait pas rester, je pense, ce qu'elle a la Lande, proposer autre chose. Il y avait eu, entre guillemets, un premier effort dans les années 2000 Mhm. pour essayer de reproposer des choses nouvelles, des nouveaux thèmes, etc. Genre Moulin Rouge, tu vois, c'est quand même une sorte de tentative. J'aime pas trop Baz Luhrmann, mais quand Baz Luhrmann fait Moulin Rouge, j'ai pas l'impression de voir Stanley Donen, etc. Donc bon, il y a au moins la tentative de faire quelque chose. Après voilà, maintenant il faut réactualiser cette thématique parce que bon, Moulin Rouge c'est bien, mais ça raconte rien. Il faut, je pense, maintenant qu'on a l'atout de la forme, il faut repenser le fond. Et il faut pas juste s'en tenir à une romance sur fond de idéal hollywoodien, etc. Mais si jamais on a une romance, en tout cas une romance homosexuelle, est-ce que ça peut fonctionner au box-office? Parce que c'est ça aussi qui. Brokeback Mountain, ça bah avait oui. cartonné. Oui, voilà. Alors, c'est pas une Non, comédie mais musicale, Voilà, mais c'est pour ça, parce C'est une qu'on romance. on a plein de grands succès, justement, avec des histoires homosexuelles. Justement, Brokeback Mountain, c'est un des grands monuments. Ne serait-ce que Moonlight, Voilà, qui, Moonlight qui va sortir remporte un bientôt, certain qui a eu succès. énormément de nominations aux Oscars. Enfin, voilà. L'homosexualité maintenant c'est plus un tabou et justement ça fait souvent des grands films aujourd'hui. Pourquoi pas faire une grande comédie musicale Ce que je comprends pas très bien, là-dessus? c'est que c'est pas un sujet en soi. En quoi, enfin, tu Bah, peux le sujet c'est en tout cas l'homophobie qu'ils affrontent dans leur vie justement. Le Moonlight c'est ça, c'est Oui, c'est mais dans cette ces peur cas-là, de se révéler. dans ces cas-là, tu as un sujet de film ou Mm. tu as un sujet de comédie musicale, pourquoi pas. Mais je trouve que ça devrait pas être la question. Est-ce qu'il faut intégrer ou pas? Ça dépendra suivant ce que tu veux faire Mm. comme film. C'est pas un. En fait, ouais, Mais- voilà, après, pour le coup, je suis aussi d'accord avec Hubert, ça dépend de ce que le scénario, de ce que l'histoire et l'instinct de l'histoire te dictent sur tes personnages. Évidemment, le but, c'est faut pas. pas que l'intention ce soit de mettre en scène un couple Non, homosexuel. non, après, le tu vois. Oui, but, voilà. c'est que ce soit un couple homo, mais que ce soit une belle histoire, ou c'est n'importe. Il faut que ça puisse être amené naturellement, mais pour ça, il faut les auteurs adéquats pour le Mm. faire. C'est pour ça qu'il faut aussi, c'est pour ça que je disais le plus important, c'est que les films ils vont pas sortir de nulle part. Il faut un moment que les réalisateurs se repenchent dessus, etc. Donc repensent leurs références, ne soient plus prisonniers de leurs références. Par exemple là, ce qui m'ennuie, c'est que là il y a un remake de Une étoile est née justement Mhm. qui va En sortir. préparation, ouais. Une étoile est née, le Georges Cukor était déjà un remake, a eu le droit à son propre remake dans les années 70 avec Chris Christopherson et Barbara Streisand, je crois. Et donc là, va y avoir un nouveau remake avec comment il s'appelle, Bradley Cooper. Mhm. Qu'est-ce que ce film-là va apporter? Je mets ma main à couper que ça va être un truc sans grand intérêt qui va boucler la boucle, revenir sur les énièmes, etc. Et qui ne va pas répondre à la question comment peut-on réinventer la comédie musicale et quelle thématique moderne peut-on lui apporter? C'est tout le problème et on n'a toujours pas réglé ça. Et pour clôturer ce débat, nous allons tout simplement vous proposer le film à ne pas manquer, donc du genre musical ou en tout cas de la comédie musicale. Toi, Alexandre, c'est Coup de cœur de One Francis from Ford the Coppola. Heart, ouais, parce que ne pas parler de Francis Ford Coppola pendant une émission, je pense que je pourrais pas.
quand il fait coup de cœur, Coppola, il sort du Parrain 1 et 2 d'Apocalypse Now, il est au sommet de sa gloire. Et avec sa société de production, il se lance sur ce projet dont tu as un tout petit peu parlé, Marc, tout à l'heure, où il va essayer de mettre de nouveaux procédés pour filmer la comédie musicale. Alors ça, c'est effectivement un intérêt parce qu'il va essayer de tourner tout en étant, lui, pas sur le plateau, mais dans un camion. Enfin, il y a tout un truc technique qui est intéressant. Mais après, moi, si j'aime tellement le film, c'est tout simplement pour ce que ça raconte. Ça raconte les affres d'un couple donc, qui est déjà bien installé. Ça raconte visiblement un peu ce qu'a vécu Coppola à une époque, qui est un peu tombé amoureux de la babysitter, je crois. Et le film... Alors, on parlait tout à l'heure de jazz. La musique a été faite par Tom Waits. C'est un film extrêmement jazz. C'est un film aussi sur la création. Ça se passe à Las Vegas. Et ça montre tout ce côté paillettes dans les yeux qui contraste avec le côté peu glamour parfois de la vie de tous les jours. Le couple se déchire au moment où ils fêtent, je crois, leur anniversaire de mariage. Oui, justement, ça, on est au bout de la routine. Voilà, on est au bout de la routine et ils essayent chacun de relancer leur couple, mais le font maladroitement. Leurs défauts sont exacerbés parce qu'ils peuvent plus se blairer. C'est un film, alors c'est presque l'inverse d'autres comédies musicales, c'est un film très sombre qui finit sur une touche de lumière. Contrairement à parfois peut-être à d'autres comédies musicales qui sont très lumineuses mais qui sont un peu sombres. C'est l'un des films les plus bouleversants que je connaisse de toute l'histoire du cinéma, tout simplement. Il y a des numéros chantés. Il y a un numéro chanté, en fait, tout le reste, c'est surtout la bande-son qui est faite par Tom Waits. Exactement. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre dessus ? Si, que le film s'accapare un genre, à savoir la comédie musicale, et justement... dans ce jus-là, on fait quelque chose de complètement différent. Et à vrai dire, je connais pas beaucoup de films qui ressemblent à Coup de cœur. Alors peut-être aussi parce que ça a été un échec tel que ça a ruiné Coppola, que ça a ruiné sa boîte de production, et que c'est peut-être pas le meilleur exemple quand vous allez chez un producteur en disant j'aimerais faire comme Coup de cœur. Un échec ? Non. Mais vraiment, c'est peut-être... c'est un film au moins aussi important que Le Parrain ou Apocalypse Now ou Tétro pour les films plus récents dans la carrière de Coppola. Voilà, c'est ma comédie musicale préférée. C'est un peu dans la lignée quand même d'un Phantom of the Paradise qui est sombre. On est quand même très très loin d'un Gene Kelly. D'accord. Toi, Océane, c'est Alors moi, pas Grease. très original, mais c'est Grease. Déjà parce que je suis amoureuse des chansons. Que John Travolta me fait juste mourir de rire avec sa dégaine. J'ai revu récemment la scène de discussion au début avec ses potes et c'est juste... c'est assez incroyable de ridicule. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la fin. Parce que ça semble se finir sur un happy end, mais au final, je trouve que ça pose beaucoup de questions sur est-ce qu'on doit changer pour plaire à quelqu'un. Je trouve que c'est une réflexion, mine de rien, un peu plus cynique qu'on pourrait le penser sur les apparences et sur l'amour. En plus, il y a plein de numéros musicaux. En plus, à l'intérieur, là, Exactement. tout le monde chante et danse Tout le monde à la chante fois. et danse. Et j'adore le numéro du bal de lycée, par exemple. Et alors, pour sortir un petit peu de Grease, pareil qu'Alexandre qui ne peut pas faire une émission sans citer Francis Ford Coppola, je ne peux pas faire d'émission sans citer Mad Men. Et le numéro final d'un des épisodes de la dernière saison. En plus, ce qui est intéressant, c'est que la série se déroule dans les années 60, qui était assez la grandeur des comédies musicales. C'est la conclusion à la fois la plus joyeuse et la plus bouleversante d'un épisode de la série, et que je ne peux que recommander chaudement. Voilà. Toi, Hubert, West Side Story, le grand classique. Déjà, pour la musique de Leonard Bernstein, qui est... c'est incontournable. Incontournable, et puis on est sur du très très haut niveau, quoi. Ensuite, pour le sujet au final qui est pas si léger, et pas si évident que ça, même si c'est un remake de. On voudrait le réduire à un simple remake de Roméo et Juliette. Voilà, ça va un peu plus loin. Un simple remake de Shakespeare, c'est pas mal quand même. Voilà. Après, c'est facile, on va dire, mais après, il faut pouvoir le faire. Et voilà. en fait, West Side Story. Et je trouve que le film le fait très bien. Ça résonne en plus particulièrement. Alors, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Ça résonne un peu particulièrement ces derniers temps avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc je trouve que c'est un film qui est intéressant. Visuellement c'est magnifique, la restauration est superbe, donc ça mérite le coup d'œil de le revoir. Moi je l'ai vu sur Netflix,
C'était la première fois que je le voyais. Je me suis dit, bah tiens, Allons-y. allons-y. Et voilà, et vraiment, je pense que c'est intéressant. Alors après, comme tout le monde cite un truc en plus, moi je vais citer aussi un truc en plus. C'est pas possible. Vas-y, vas-y. Juste Alan Menken, parce que je trouve que il fait un travail magnifique de composition, qui est le compositeur de Disney du début des années 90, et qui est vraiment, je pense, quelqu'un d'important pour le genre en tout cas, et pour la composition et la comédie Si musicale. quelques films, il y a La Petite Sirène. Pour moi, le chef-d'œuvre, c'est La Belle et ouais, la Bête, mais La Belle et la après, Bête. après c'est vrai qu'il y a La Petite Sirène qui est magnifique, Aladdin aussi. Bref, Voilà, c'est grand du costaud. compositeur du Disney. Et qui va composer de nouvelles chansons pour l'adaptation live de La Belle et la Bête par Disney d'ailleurs. D'accord. Catastrophe. Toi, Marc, Et moi, c'est Rock Forever directement. avec Tom Cruise. Oui, parce qu'il y a Tom Cruise. C'est parce qu'il y a Tom Cruise. Non. Non, c'est pas Rock Forever. J'ai longuement hésité avec La Mélodie du Bonheur, mais bon, Hubert a déjà parlé d'un Robert Wise, donc je me suis réorienté vers un truc un petit peu différent, c'est Dancer in the Dark. Un peu moins joyeux. Ah voilà, que Alexandre De Lars von Trier. n'aime pas du tout. La porte c'est derrière. Là. Mais donc de Lars von Trier, Palme d'Or, bim. Tu vois. Je la pose là, tu vois, Palme d'Or du Coppola, il en a 2. Palme d'Or du Festival de Cannes 2000, je vais y arriver. Avec donc Björk, Catherine Deneuve, donc qui est l'histoire de Björk, émigrée tchèque, qui arrive aux États-Unis, qui doit dealer notamment avec son fils qui est malade, pour lequel elle doit payer une opération pour laquelle elle n'a pas les moyens, elle va se démerder, elle se fait arnaquer sur place par comment il s'appelle ce super hacker, David Morse. Qui entraîne une suite de péripéties assez douloureuses, etc., etc. Et donc, bon, Lars von Trier qui fait une comédie musicale, c'est forcément assez particulier. Évidemment, son film repose beaucoup pour Björk, qui a composé 90% des musiques du film, qui sont bon spéciales, faut aimer Björk. Moi je suis pas forcément un immense fan de Björk, mais dans le cadre du film je trouve ça fantastique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Lars von Trier, von Trier oblige, il le filme avec beaucoup de liberté. Et je trouve ça c'est tout le bonheur de la comédie musicale, c'est ce qui existe dans l'image, ce qu'il faut filmer, c'est l'actrice qui chante. Voilà, ça s'arrête là. Après les règles on s'en fout, donc le placement de la caméra il est libre parfois. Non, la plus belle scène du film, par exemple, c'est Björk qui chante côte à côte avec un train qui est en train de passer devant l'image. T'as une sorte de sobriété visuelle qui est complètement... qui est tristounette, mais la scène est en même temps magnifique, etc. Et je trouve ça, c'est tout le miracle du film. J'ai vu le film il y a très longtemps et j'en ai encore je l'ai jamais revu, en fait, j'ai vu qu'une fois, il m'avait beaucoup marqué. C'est spécial, je le conseille pas forcément à tout le monde, c'est pas dans la même veine que Chantons sous la pluie, Ou La La Land. ou La La Land, ou La fièvre du samedi soir. Mais moi, je trouve que c'est une belle manière de dire tout ça, il y a tout ça qui existe déjà en comédie musicale. Moi, Björk et moi, on propose ça. C'est différent, c'est frais, et puis surtout, voilà. Je trouve qu'encore une fois, tout à l'heure, tu parlais de sujets très graves, etc. Je sais plus de quelle œuvre tu parlais avec un sujet. De Rent, avec un sujet très grave. Bon, là, voilà, on a un sujet très grave, puisque déjà, la maladie, c'est un sujet grave, mais la maladie infantile, c'est toujours, avec une mère, c'est toujours un sujet horrible. Et dans Björk, dans Dancer in the Dark, c'est pareil. Elle survit grâce à la chanson, et le spectateur aussi, un peu d'une certaine manière. Autrement, le film, il serait trop. Donc voilà, Dancer in the Dark, Palme d'Or, bim. Lars von Trier. Lars von Trier. Voilà, donc j'espère qu'on a fait un tour assez exhaustif donc de la comédie musicale, en tout cas du genre. J'en ai rajouté encore en plus. Voilà, tu voulais rajouter quoi en Alors, dernier? 2 en particulier, donc Tommy, comédie musicale avec une sublime bande originale de The Who, et aussi un film un peu moins connu qui s'appelle Across the Universe, autour de l'univers des Beatles. C'est une des comédies musicales les plus tripantes que vous verrez de votre vie. Jim Sturgis et Evan Rachel Wood sont absolument formidables et je le conseille vivement. Voilà, donc j'espère que en commentaire de la vidéo, vous trouverez le top 10 000. Voilà. Le top, on va faire un top 10 000 musicales. Donc réservez vos 5-6 prochaines heures là, parce qu'on va, voilà. on va gratter du papier. Non, mais en tout cas, voilà. Au moins tous les derniers titres qu'on vous a cités, voyez-les si vous ne les avez pas encore vus, puisque ce sont chacun les meilleurs films de l'année. Voilà, exactement. En tout cas dans la comédie musicale. Et tout de suite, nous passons sans transition à notre rubrique hors compétition. Pour les coups de cœur de nos invités, je commence tout d'abord avec celui d'Hubert, qui remonte un petit peu loin, mais qui est encore dans les salles. C'est Nocturnal Animals de Tom Ford. Ouais. En fait, je
je cherchais un autre film éventuellement à proposer qui était plus récent, mais il y en a aucun qui m'a bluffé autant que celui-là en début d'année. Donc Nocturnal Animals de Tom Ford, rien que pour son ouverture qui est absolument fantastique, avec ses corps gesticulants en gros plan sur l'excellente bande originale de Abel Korzeniowski. J'espère que j'ai pas écorché son nom, mais je pense que non. Oh, c'est bon. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un film forcément très esthétique parce que c'est Tom Ford, mais aussi qui oublie pas d'être profond et d'avoir un scénario un peu plus épais, je trouve, que par exemple le Néon Démon, je trouve qu'il pourrait être comparé même Nicolas Winding Refn. Ouais, même au niveau des réalisateurs dans le style de films qui sont très esthétiques. Je trouve que Jack Gyllenhaal est bluffant. L'histoire est... Alors l'histoire, c'est assez... C'est une histoire dans l'histoire. Ouais, en fait, c'est 3 histoires plus ou moins. C'est un couple, un ancien couple. Un ancien couple. Il envoie le scénario de son nouveau livre, de son premier livre à son ex, qui lit le livre, et donc on découvre le scénario du livre, on découvre l'histoire du couple, et en même temps, l'ancienne histoire et la nouvelle. Enfin bref. Voilà. Mais n'hésitez pas. Voilà, donc c'est déjà dans les salles depuis un mois maintenant. Donc c'est Nocturnal Animals de Tom Ford. On en avait d'ailleurs déjà parlé ici en tant que coup de cœur. Alexandre, toi, ça c'est sorti donc le 11 janvier. C'est The Fits de Anna Rose Holmer. Et ça vaut le détour? Ouais, c'est assez incroyable comme film. C'est un premier film, ça dure genre 1h15. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui est avec son frère en gymnase et qui fait de la boxe, sauf qu'elle est très intriguée par les filles ailleurs dans le gymnase qui font de la danse contemporaine. Donc on parlait de film musical, là il y a beaucoup de musique. C'est un film avec très peu de dialogue. Ça pourrait presque être un film muet, même si c'était pas utile et il a eu raison de mettre quand même du dialogue. Mais c'est sûr, à la fois il y a une histoire d'éveil des sens, parce qu'elle va se mettre aussi à faire de la danse. The Fit, c'est les circonvolutions, elles sont prises d'espèces de crises d'épilepsie même, carrément, qui ne seront jamais expliquées. Donc du coup, le film lorgne avec le genre, et tout dans le film joue sur le rythme. Et le film, le rythme dans un plan, le rythme dans la scène, le mouvement, la danse. En boxe, c'est de la danse déjà, la danse des filles. Le film est presque expérimental et d'une puissance incroyable, raconte des choses incroyables sur le développement des ados, des femmes, mais aussi sur la compétition. Il y a tout un côté diabolique. Cette petite fille, elle a 2 tresses comme ça, on dirait Belzébuth. Non mais vraiment, c'est comme des cornes de Belzébuth, et on se demande presque à un moment si elle n'est pas diabolique. C'est un tour de force, c'est hyper punchy, ça dure en 1h15, ça raconte en termes de cinéma, parfois on dit qu'est-ce que ça raconte en termes de cinéma, il y a plus de choses en termes de cinéma que dans je pense les 15 derniers films que j'ai vus au cinéma. C'est vraiment très très puissant, c'est un vrai coup de cœur. Il n'a pas beaucoup de salles, mais il continue à tourner sur 2-3 salles à Paris et dans d'autres grandes villes. Franchement, si vous avez l'occasion de le voir, prenez 1h15, c'est très intriguant en tout cas, c'est une proposition de cinéma hyper forte. Donc voilà, donc The Fits qui est sorti dans les salles depuis le 11 janvier. Toi, Océane, ça va sortir très vite, c'est le nouveau Scorsese. Silence. Adaptation de l'un de ses romans préférés, me semble-t-il, qu'il a eu énormément de difficultés à monter en raison de son sujet pas ultra glamour, parce que concrètement, c'est un peu l'anti-loup de Wall Street à tous les niveaux. C'est ultra dépouillé. Alors l'histoire, on a Andrew Garfield, Adam Driver, et Liam Neeson. Il y a aussi le casting japonais, dont cet acteur dont le nom m'échappe, mais qui est absolument incroyable. Tadanobu Asano. Exactement. Et donc voilà, donc pendant 2h30, il me semble. Ouais, même 2h40, on n'est pas loin des 3 heures. Autant dire que j'ai pas vu le temps passer, ce qui est assez incroyable vu l'âpreté du sujet. Et c'est un voyage au bout de la foi, au bout de la folie, qu'est-ce qu'on est prêt à commettre pour sa foi. Scorsese n'apporte pas vraiment de réponse. Il se contente de filmer Andrew Garfield dans le meilleur rôle de sa carrière, qui tente de se débattre avec tous ces conflits intérieurs. C'est cruel, c'est parfois violent, donc quelques scènes de torture. C'est assez contemplatif, ça m'a un peu fait penser à du Malick par moments. C'est vraiment un très très beau film sur la foi. Et je ne peux que le conseiller, déjà parce que c'est Scorsese, parce que ses acteurs sont en état de grâce, et parce que ça raconte énormément de choses sur la foi, et que c'est rare un film sur la foi qui soit aussi beau.
Voilà. et aussi optimiste et aussi positif. Ok, donc Silence de Martin Scorsese qui sera dans les salles donc le 8 février. En dernier conseil, nous, on vous conseille donc la double actualité. Full Thierry Frémaux. Voilà, full Thierry Frémaux, puisque et donc il y a une double actualité à la fois dans les salles et aussi en librairie. Donc d'abord dans les salles, nous avons donc Lumière, l'aventure commence. Donc qui est un film sur les Frères Lumière, sur les premières vues des Frères Lumière. Voilà, donc un film réalisé et narré par Thierry Frémaux. Donc Thierry Frémaux, pour ceux qui ne connaissent pas, notamment il est le directeur de l'Institut Lumière de Lyon. Et aussi délégué général du Festival de Cannes. Voilà, le directeur de la sélection du Festival de Cannes. Donc tout simplement en fait c'est Lumière, c'est 1h30 de, je crois qu'il y a 108 films, 108 vues même, 108 vues d'ailleurs, il précise bien, Thierry Frémaux, la nuance est peut-être importante, il y a 108 vues de Auguste et Louis Lumière, et pas que, parce qu'il y a tous leurs opérateurs installés donc dans ce grand montage, etc., que Thierry Frémaux commente. Alors c'est assez intéressant parce que c'est vraiment un voyage assez précis d'un point A à un point B sur différents points, etc. Il n'est pas vraiment dans de la grande analyse. C'est pas, par exemple, c'est pas du tout Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier. Mais voilà, on n'est pas du tout dans cette optique-là, on n'est pas du tout dans l'optique d'un grand truc analytique, on est plus dans l'optique de mise en avant des films de Lumière dont on a certes toujours reconnu l'intérêt technologique ou même l'intérêt artistique sur certains, mais pour le grand public, et éventuellement on s'est souvent dit que bon voilà, c'était avec Méliès que les choses sérieuses commençaient. Mais pas forcément. Mais pas forcément, du coup, parce que Thierry Frémaux l'apporte en commentant plein de films qu'il a pris vraiment, qu'il a très très bien choisi. Puis même par thématique, il les range par thématique. Même par thématique, donc qui nuance déjà, ce qui est très intéressant à ce qu'il fait dans un premier temps, la fameuse vision de documentaire qu'on a souvent eu des Lumières, etc., en disant « Ah, c'est documentaire, etc. » C'est un regard sur la fin du 19e, début 20e. Selon les films, c'est vrai, selon d'autres, c'est pas du tout vrai, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont complètement mis en scène, qui ne sont du coup absolument pas documentaires, dont, si vous voulez un exemple, une scène qui s'appelle « Vue sur un forgeron et son assistant », donc ça se présente comme un documentaire. Bon, le forgeron est quand même en chemise et en cravate. Bon. Thierry Frémaux commande tout ça, parfois avec beaucoup d'enthousiasme, parce que ce qu'il remarque évidemment, c'est la grande richesse des cadres, des compositions qui aujourd'hui peuvent nous paraître un peu banales, parce qu'évidemment ça peut nous paraître banal de cadrer une route qui va traverser l'écran comme ça, ou de mettre un paysage tout en bas de l'image ou tout en haut comme le fera John Ford plus tard. Mais faut se dire qu'à cette époque, ne serait-ce que dans la photographie, il y a peu de photographes qui le faisaient, et voilà, dans le cinéma c'est quand même complètement novateur, faut pas l'oublier. Et souvent aussi, et c'est ça qui est le plus beau, c'est qu'il parle de la grande beauté des films, dont beaucoup ont des anecdotes de beauté qui sont complètement dues au hasard des prises de vue, au hasard des aléas techniques de l'époque, comme par exemple voilà, à la fin d'une démolition d'un mur, il y a un mur qui se casse, à la fin il y avait une erreur technique pendant la projection, le projectionniste, au moment de rembobiner, a oublié d'éteindre la lampe. Du coup, les spectateurs ont vu le mur se reconstruire, etc. Et les lumières ont découvert un truc qui était bon. Donc, c'est un film qui est fait de très jolies anecdotes, qui est très, très instructif, je pense. Même moi, je connaissais un petit peu les Lumières, j'ai quand même trouvé plein de choses à apprendre. C'est pas aussi exhaustif que ce que fait Tavernier. C'est pas aussi grandiose, on va dire, sur le plan du montage, sur le plan cinématographique. Très classique. Je pense que c'est un film qui fait beaucoup pour la télévision. Pour le coup, alors il passe en salle, il passe dans un circuit de salle à Paris, il passe ici au Fauvette. Là, on enregistre. Donc, bon, ça peut être un très joli film à voir. Je pense que Thierry Frémaux, c'est un très joli guide, vraiment passionné là-dessus. Et voilà, surtout, je pense que c'est une très très bonne manière d'accéder au film des Lumières. Tout public en plus, si j'ose dire, parce que même pour, peut-être pas pour les enfants, mais même pour le jeune public, pour les sensibiliser un peu à c'est quoi le cinéma, basiquement, c'est un joli essai. Voilà, et moi, là, on a eu le côté Institut Lumière, et en fait, côté Cannes, Boum. On a Sélection officielle qui est édité chez Grasset, qui vient juste de sortir, où en fait, Thierry Frémaux nous propose, donc en fait, c'est un carnet de bord. C'est un carnet de bord d'anecdotes qui se déroule de la clôture du Festival de Cannes 2015 à la journée de clôture de Cannes 2016. Donc pendant un an, on le suit. Donc il parle pas forcément exclusivement de Cannes. Il parle donc de son parcours. Évidemment,
des sélections qui prennent des mois et des mois, des réalisateurs qui insistent parfois lourdement. Et d'ailleurs, ils cachent pas des fois certains noms qui sont un petit peu trop insistants pour présenter leur film en sélection. Non, mais il faut lire parce qu'il y a énormément de choses là-dedans. Ça raconte aussi beaucoup de ce qui se passe en coulisses, puisque forcément, ceux qui ne vont pas à Cannes le voient à travers les cérémonies et tout ça. Donc, on voit beaucoup donc le tapis rouge, les photographes, mais il se passe énormément de choses en coulisses, des choses drôles, cocasses, techniques. Enfin, c'est super riche. Vous avez vu, c'est un méga pavé. Donc, il est très exhaustif là-dessus et il ne cache rien. Donc ça, en plus, c'est un peu une première d'avoir autant d'informations sur les coulisses de ce qu'il avance un peu comme le plus grand festival de cinéma du monde. D'ailleurs, à chaque reprise, le Festival de Cannes, c'est le meilleur événement. Donc la promotion est faite du festival. Donc n'hésite pas à sauter dessus. C'est super intéressant et c'est très bien écrit. En tout cas, on dévore les pages très rapidement. Donc sélection officielle de Thierry Frémaux en librairie, ou sinon Lumière, l'aventure commence dans les salles sur donc les 108 vues parmi le catalogue de quasiment 1500 films. Quasiment 1500 films. Il en manque encore beaucoup malheureusement. Voilà, il en reste quelques-uns, mais c'est assez massif. Donc Lumière, l'aventure commence dans les salles, donc sortie le 25 janvier. Donc merci à vous d'avoir participé à cette émission spéciale comédie musicale. Donc évidemment La La Land de Damien Chazelle, sorti le 25 janvier en 2017. Donc Océane, toi on te retrouve sur Cloneweb et les chroniques de Mickaelson. Tout à fait. Hubert, La Grande Évasion. Voilà. Alexandre, Playlist Society. Oui. Qui sortent bientôt un livre sur Toby Hooper. Toby Hooper, exactement. Et toi, Marc, bah, tout simplement. On retrouve chez moi. Voilà. le FDBF, sinon Filmosphère, Screenmania et également moi avec Cloneweb. Donc merci également au Cinéma Les Fauvettes de nous avoir accueillis à nouveau notre humble émission pour en tout cas début de l'année 2017. J'espère qu'on les retrouvera très vite. Donc évidemment, abonnez-vous sur YouTube, écoutez-nous sur Mixcloud, aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter et notez-nous sur Sens Critique et rendez-vous tout simplement sur notre site festivaldesbonsfilms.com tout attaché. Donc aller voir des films c'est bien, mais en voir des bons c'est mieux. Au revoir et rendez-vous à la prochaine émission. On aurait dû le faire en chantant.